C'est l'honneur de ma vie d'accepter votre nomination à la vice-présidence des États-Unis. Nous sommes tous ici ce soir pour une belle et simple raison. Nous aimons ce pays. Kamala Harris est la seule candidate dans cette course qui a la vision, l'expérience, le tempérament, la volonté et oui, la joie pure de faire avancer les choses. Que fait son adversaire avec sa voix? Il parle surtout de lui, n'est-ce pas? Alors la prochaine fois que vous l'écoutez, ne comptez pas les mensonges, comptez les jeux, comptez les jeux, ses vendettas, ses vengeances, ses plaintes, ses conspirations. Et s'il a été choisi par Kamala Harris, c'est qu'il présente des atouts considérables pour son camp. Représentant à la Chambre pendant 12 ans, Tim Walz, que vous venez d'entendre, est actuellement gouverneur du Minnesota. Une chose est sûre, à 60 ans, il n'incarne pas le renouveau, mais son profil a de quoi rassurer une Amérique rurale réputée hostile au camp démocrate. Alexandra Corelli. Jusque-là peu connu du grand public, Tim Walz est choisi début août par Kamala Harris pour être son colistier. Un choix stratégique qui vient rééquilibrer le ticket démocrate. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Prêts à gagner. Prêts à gagner. À 60 ans, il n'incarne pas le renouveau, mais son apparence de monsieur tout le monde et son image de bon père de famille ont de quoi séduire l'Amérique. Sur les réseaux sociaux, il se met régulièrement en scène avec sa fille, comme ici lors d'une fête foraine, ou encore dans cette vidéo où il fait de la pédagogie sur l'entrée en vigueur d'une loi pour punir l'usage du téléphone au volant. Je fais ça pour m'assurer que les millennials ne le fassent pas. Non mais ce sont les adultes qui font ça, papa. Genre des personnes âgées comme toi. Sa simplicité et son franc-parler permettent aux Américains de s'identifier à cet ancien entraîneur de football originaire du Midwest. Issu de la classe moyenne, Coach Walz, comme l'appelle souvent Kamala Harris, a été élu gouverneur du Minnesota en 2018, avant d'être réélu en 2022. Défenseur des droits LGBT et des familles modestes, il s'inscrit à la gauche de son parti. Mais Tim Walz est aussi un chasseur qui, par le passé, a reçu le soutien de la NRA, la puissante organisation pro-armes américaine. Un profil bien loin de la caricature des démocrates radicaux dressés par certains républicains, mais Tim Walz a tout de même essuyé de vives critiques, attaqué sur sa gestion des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd en 2020, ou encore pour avoir quitté la garde nationale 3 mois avant le déploiement de son unité en Irak. Mais rien de rédhibitoire pour Kamala Harris, qui avec ce profil complémentaire au sien, espère pouvoir faire basculer quelques États clés côté démocrate. On en vient à la guerre à Gaza où les combats font toujours rage, les bombardements israéliens aussi. Hier, on l'a appris, au moins 27 Gazaouis ont été tués selon la défense civile palestinienne. Frappe notamment, vous allez voir, sur une école. Pour l'armée israélienne, le Hamas y cachait une base. Marco. Au loin, une épaisse fumée s'étend dans le ciel de Gaza. L'armée israélienne vient de frapper cette école de l'UNRWA, l'agence onusienne chargée des réfugiés palestiniens, faisant plusieurs victimes. Des enfants jouaient dans la cour lorsque l'endroit était la cible de 3 roquettes tirées par les forces d'occupation. Plusieurs enfants et personnes déplacées sont tombés en martyrs alors qu'ils dormaient pendant la sieste. Selon l'armée israélienne, l'école abritait des terroristes palestiniens qui s'en servaient de base militaire, des accusations que nie le Hamas. Une chose est sûre, ces établissements scolaires servent souvent de refuge aux Gazaouis pour échapper aux bombardements incessants sur Gaza. Il s'agit de la seconde frappe en 2 jours sur des écoles dans l'enclave palestinienne et de la 23e depuis le 4 juillet. Israël a également mené des frappes à sa frontière libanaise. En visite sur place, le Premier ministre Benjamin Netanyahou se dit prêt à tout. Je suis ici à la base aérienne pour surveiller de près nos préparatifs contre des menaces à la fois proches et éloignées. Nous sommes prêts à tous les scénarios, qu'ils soient offensifs ou défensifs. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne multiplie les ordres d'évacuation, poussant les habitants dans les rues. Selon l'ONU, beaucoup se rassemblent dans des zones surpeuplées et dangereuses, entraînant un désastre humanitaire.
Et j'ajoute aussi qu'on a appris ce matin la mort de 11 personnes dans le nord de la bande de Gaza, selon l'agence de presse palestinienne. Une frappe israélienne sur un immeuble résidentiel. Cela s'est passé dans la ville de Beit Leia. Ils sont des dizaines, voire des centaines. Eux, ce sont les soldats russes faits prisonniers par Kiev lors de son offensive débutée il y a 2 semaines déjà dans la région de Koursk. Des témoignages rares recueillis par notre journaliste Gulliver Craig. Voici son reportage. L'Ukraine veut montrer au monde comment elle traite les prisonniers de guerre russes récemment capturés. Pommes de terre, viande en sauce, 292 grammes en tout. Et aussi simplement montrer qui sont ces soldats. Alors qu'elles sont arrivées dans la région russe de Koursk, les troupes ukrainiennes ont découvert qu'elles étaient largement défendues par de très jeunes hommes, accomplissant leur service militaire obligatoire. Ils nous ont encerclés et nous ont dit de déposer nos armes. Et c'est tout, nous les avons déposées. En Russie, soit tu rejoins l'armée, soit tu vas en prison. Il n'y a pas vraiment le choix. Évidemment, une fois dans l'armée, ils ont aussi essayé de nous laver le cerveau. La propagande russe nous a dit que l'Ukraine était un pays de néo-nazis et simplement que les gens ici n'étaient pas des gens. Les gardiens et soldats nous disent que les jeunes hommes étaient terrifiés en arrivant, mais qu'ils se sont calmés en recevant de la nourriture, des livres, la télé, un traitement humain, mais pas d'empathie pour autant. Nous appliquons les conventions de Genève. Nous ne développons pas de relations personnelles avec eux. Ce sont nos ennemis. Ils ont tous une part de responsabilité, parce qu'ils ne se sont pas soulevés pour protester contre leur gouvernement. Les prisonniers de guerre qui nous arrivent sont avant tout une monnaie d'échange contre nos propres soldats ukrainiens qui sont actuellement aux mains des Russes. Depuis 2022, plus de 3400 prisonniers ukrainiens ont été libérés lors d'échanges, mais au moins 14 000 sont toujours détenus en Russie. Depuis que mon mari a disparu en novembre dernier, chaque fois qu'il y a un échange, je scrute la liste et les images des prisonniers qui ont été libérés. Je le cherche. Il nous informe seulement de ces échanges une fois qu'ils ont eu lieu. Donc personne ne sait quand arrivera le prochain, ou qui en fera partie. On ne fait qu'attendre. Avec autant de soldats russes capturés en si peu de temps, l'incursion à Koursk redonne l'espoir à travers l'Ukraine qu'un prochain grand échange de prisonniers se profile. Une armée russe surprise par l'offensive ukrainienne sur son sol, mais qui continue à avancer dans le Donbass et notamment vers la ville stratégique de Pokrovsk. Sur place, de nombreux civils ukrainiens ont peur et ont décidé de fuir ces dernières heures. Le reportage est signé ce matin Anaïs Santé. Dans le ciel de Pokrovsk, des colonnes de fumée et ce bruit constant. La guerre est aux portes de la ville. Les civils, bientôt en première ligne. J'ai des chats, il faut aller les chercher. Ok, laissez-les forts, mon bras. Cela fait 3 jours que cette femme et son amie attendent d'être évacuées par des bénévoles. Leur immeuble a été bombardé. Je n'en peux plus. Si je n'étais pas allée chez toi, je serais morte. Des éclats d'obus ont transpercé mon canapé. Je ne sais pas comment on a survécu. Tout le quartier a été dévasté par une bombe planante. La frappe de trop pour cette femme. Privée d'électricité, téléphone portable déchargé, depuis plusieurs jours, elle vit coupée du monde. Je ne mange plus depuis plusieurs jours. Il faut que je parte loin de cet enfer. Je n'ai plus envie de rien. Elle nous dit attendre que des bénévoles viennent la chercher lorsqu'une voiture arrive. Ah, regardez, c'est mon frère. Il est venu. Son frère, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, a bravé le danger pour venir la chercher. Allez, tout va bien, on va partir. On va prendre tes affaires, ne t'inquiète pas. Un soulagement de courte durée. Ici, on fait ses valises, la peur au ventre. La peur des bombes. La peur aussi que les Russes occupent leur quartier. Ici, nous sommes désormais à moins de 12 km des combats. Et le danger, c'est que la Russie encercle
Quant à voir la ville, ce serait une catastrophe pour l'Ukraine car il faut comprendre que Pokrovsk est devenu depuis le début de cette guerre la base arrière du front Est. L'avancée russe, ce chauffeur de taxi la constate tous les jours lorsqu'il roule dans la ville. Regardez là-bas, les Russes viennent de là. Ils ont pris le contrôle de la ville. On ne peut plus y accéder. Dima est né à Pokrovsk. Jamais il n'aurait imaginé que sa ville puisse tomber. Mais depuis 2 jours, il a perdu tout espoir. Ça, c'était cette nuit. Avant, on accueillait les réfugiés. Maintenant, les réfugiés, c'est nous. Sur la route, l'exode a commencé, mais l'évacuation sera longue. Près de 50 000 personnes vivent encore à Pokrovsk. Voilà donc pour cet excellent reportage signé Anaïs Anquet. Tout autre chose à présent, J-6 avant l'ouverture des Jeux paralympiques, ici à Paris. Ça y est, les premières délégations sont arrivées hier dans la capitale française, direction pour les para-athlètes, le village olympique de Saint-Denis bien sûr, où ils ont commencé, vous allez le voir, à prendre leur quartier. Image commentée ce matin par Alexandra Corelli. Au village des athlètes à Saint-Denis, c'est l'effervescence. Les premières délégations sont arrivées mercredi. Trottoirs élargis, douches aménagées, tout a été pensé pour accueillir les sportifs au mieux. Et le résultat est manifestement au rendez-vous. Oui, pour une fois, on a l'impression que l'on n'est pas discriminé. En plus, on a un devoir, on a un talent à montrer au monde pour représenter les handicapés. Même si tu es handicapé, tu peux faire de grandes choses pour toi, pour ton pays et pour le monde. 11 jours de compétition et autant d'occasions de mettre en avant des disciplines parfois méconnues. Au pied de la Tour Eiffel, le spectaculaire terrain de beach volley cède la place au cécifoot, une adaptation du football où les joueurs se fient uniquement au sous. C'est un sport qui interroge beaucoup sur comment ils communiquent entre eux, comment ils font pour jouer, ce qui fait qu'on est un peu bouche bée devant comment des non-voyants arrivent à jouer au foot, et donc on est plutôt silencieux. Du judo à la natation en passant par le tir à l'arc, en tout, 22 sports sont à découvrir ou à admirer à Paris du 28 août au 8 septembre. Plus d'1 700 000 billets ont déjà été vendus, mais quelques 800 000 places sont encore disponibles. Sport toujours, skier dans un centre commercial quand il fait 34 degrés dehors. L'idée a de quoi rebuter les défenseurs de l'environnement. C'est pourtant désormais une réalité à Madrid, en Espagne. Vous découvrez ces images. Fini les tongs, donc place aux combinaisons de ski et aux gants, car à l'intérieur, vous l'avez vu, il fait moins 3 degrés. Une façon pour les clients d'oublier la chaleur de l'été et probablement aussi l'urgence de la situation environnementale mondiale. Voilà, on va se quitter sur ces images. Le prochain journal, c'est dans 15 minutes sur France 24. A tout à l'heure. À première vue, on ne les remarque pas. Pourtant, elles surveillent chacun de vos mouvements dans chaque ruelle. Il y a une caméra dans cette rue, une autre dans celle-ci et une autre par là-bas. Dans le petit village de Nakodikas, dans l'état de l'Uttar Pradesh au nord de l'Inde, des caméras de vidéosurveillance sont installées tous les 5 mètres. Le village compte une caméra pour 19 habitants. Bhutto Ali est responsable de la sécurité du village. Il affirme que ces caméras protègent les habitants. Beaucoup de choses ont changé. Les rues sont plus propres et il y a moins de violence. La sécurité a été renforcée pour tous, qu'il s'agisse des enfants ou des femmes. En conséquence, la criminalité et le harcèlement sexuel ont diminué. Dans l'ensemble, la sécurité s'est considérablement améliorée. Depuis son téléphone portable, Ali garde un œil sur tout le village. Il peut surveiller tous les habitants à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il faut ouvrir une application mobile, je vous la montre. Je peux suivre au moins 50 caméras en direct, mais sur un seul écran, seules 4 caméras sont visibles. Les femmes du village disent se sentir plus en sécurité depuis que ces caméras ont été installées. Avant l'installation des caméras, mon père ou mon frère m'accompagnait la nuit. Mais maintenant, je ne veux pas aller au centre de devoir seule, j'ai plus peur. La surveillance de l'espace public à l'aide de caméras s'est répandue dans tout le pays, des petits villages aux grandes villes. Selon Comparitech, un cabinet d'études britannique spécialisé dans la cybersécurité et la protection de la vie privée, l'Inde est l'un des États les plus surveillés au monde, juste derrière la Chine et la Russie.
Dans l'état du Telangana, sa capitale Hyderabad est la ville la plus contrôlée de l'Inde. Elle compte plus d'un demi-million de caméras de vidéosurveillance, soit une caméra pour 30 habitants. La commissaire adjointe de la police de la ville, J. Parimala Ananutan, nous emmène dans la salle de contrôle des caméras de tout l'État. L'idée derrière cette surveillance massive est que nous devons savoir exactement ce qui se passe, même dans les villages les plus reculés de notre État. Et on doit être capable de s'y rendre. Si quelqu'un pense qu'il s'agit d'une intrusion dans la vie privée, ce n'est pas le cas. Il s'agit de rendre la société plus sûre. Mais au cœur de la vieille ville d'Hyderabad, ce recours massif à la vidéosurveillance divise la population. Les caméras sont nécessaires pour que nous nous sentons en sécurité. Si quelque chose se passe, c'est enregistré, ce qui nous permet d'être au courant de tout. C'est une question de vie privée. Beaucoup de gens sont inquiets à ce sujet. Il y a tant de gens comme moi que cela effraie. Certains citoyens s'interrogent désormais sur les véritables intentions du gouvernement. Il y a 3 ans, l'activiste social Escu Massoud a été arrêté par la police dans ce quartier. Avant même qu'il ait pu demander d'explications, les autorités avaient déjà pris sa photo. Ils prennent des photos et les stockent dans leur base de données. Ça m'inquiète. Maintenant qu'ils ont pris ma photo, où est-ce qu'ils vont la stocker et s'ils la partagent, avec quel service vont-ils la partager? Escu Massoud estime que le gouvernement utilise la vidéosurveillance pour cibler les minorités et les plus démunis. Je tiens à souligner qu'il s'agit d'un problème de classe qui touche surtout les plus pauvres de la société. Dans la vieille ville où les musulmans sont majoritaires, ils sont les plus ciblés. Ailleurs, ce sont les basses castes qui sont visées. En 2022, il a intenté une action en justice contre la police de l'État du Telangana pour atteinte à la vie privée. L'affaire est toujours en cours. Nous espérons que le tribunal se penchera sur ces pratiques illégales et les contrôlera. Nous ne voulons pas mettre un terme au progrès technologique car la technologie joue un rôle crucial dans nos vies. Pour autant, il faut absolument la réglementer et que l'État prenne ses responsabilités, soit transparent et protège les citoyens. Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, Narendra Modi s'est lancé dans une véritable course au progrès technologique. L'Inde a aujourd'hui l'un des plus grands programmes au monde de collecte de données biométriques. Ah ouais, hein? Il y a 2 ans, le gouvernement a lancé DigiYatra. L'Inde avance. Dans les aéroports basés sur la reconnaissance faciale, plus de 4 millions de personnes utilisent cette application en Inde. Bah oui. Plusieurs défenseurs des droits numériques comme Disha Verma, membre de l'Internet Freedom Foundation, affirment que le gouvernement tente de surveiller la population sans son consentement. Le danger d'être surveillé, c'est que toutes les informations collectées à votre sujet peuvent et vont être utilisées contre vous. Si vous allez à une manifestation demain, ils vont vous reconnaître. Ils vont limiter votre c'est normal. parole. Votre liberté de mouvement, de parole, votre droit à la vie privée, votre droit de vivre et de profiter de votre vie peuvent être affectés par une seule caméra qui vous filme. Bah si, c'est bien. La course à l'ultra-surveillance n'est pas prête de s'arrêter. Je suis pour les caméras. Le gouvernement de Narendra Modi vient d'installer 76 000 bah caméras dans 100 nouvelles villes. L'Inde, le pays que tout le monde accède là. D'ailleurs, je vais vous parler d'un documentaire que j'ai vu là. Les Noirs de l'Inde. Je ne savais pas qu'à l'Inde là-bas, il y avait aussi les Noirs là-bas. Les Noirs qui viennent là-bas, les mamans qui sont là-bas pour faire la prostitution à l'Inde. Je ne savais pas qu'à Bangladesh et tout ça là, qu'il y a déjà ça là-bas. Tiens, maman, l'Inde c'est un pays qui, si on ne mettait pas les caméras là-bas, est-ce que les gens meurent tous les jours? C'est grâce aux caméras qu'on a arrêté tous les Noirs là qui font le trafic d'êtres humains là-bas. Grâce aux caméras. Le pays que les gens là sont comme ils sont. C'est pour ça que moi je regarde les reportages. Je parle avec qui ici? Bonjour. Pardon, j'ai faim. Je me suis réveillé aujourd'hui, enfant. J'ai jamais vu un pays comme ça que la dernière fois on a tué une femme là-bas, une jeune fille. Elle était quoi, docteur? Elle était en permission, on appelle ça comment? En garde. En garde pour soigner les malades. Ils sont entrés, ils l'ont violé. Ils sont repartis. Quand on les a arrêtés, maman, c'est la peine de mort, dis donc.
Une personne qui vous soigne, vous partez là, ils l'ont violé à 13. 13 hommes ont violé une femme. Ah! Ah, mais les caméras, vous ne voulez pas. Voilà. Hier, je n'avais pas trop d'appétit. Parce que j'ai bien dormi. Je mange le mouton. Bonjour, dans quoi? Mettez-moi le cœur quand je mange. Hein. Je ne vous demande pas grand-chose. Dieu a fait que j'ai bien dormi. C'est vrai, hein, j'ai bien dormi. Hein. Mais j'ai eu très chaud cette nuit. Très chaud. C'est bon jusqu'à... Oh là là. La nourriture de la veille comme ça là. C'est un pays d'insécurité. On a monté un documentaire ici. Donc, la plupart des Noirs que tu entends là, que oh, je m'en vais à Bangladesh, je m'en vais à l'Inde. Donc, c'est pour la prostitution. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait ça là-bas pour les Noirs. Je ne savais pas. J'ai vu ça là-bas. Même là-bas aussi. Oui. Il y a une forte demande de filles là-bas pour la population noire. Parce qu'il y a une grande population noire. Mais toute la fille là-bas, je ne savais pas. Il y a la même chose en Italie aussi, pareil. Avant, il y avait aussi ça ici à Paris. Les filles travaillent. On te voit. Tu veux voyager, oui. Ils viennent, ils te payent le billet d'avion. Ils te payent le billet d'avion. Ils te payent tout. Mais après, maintenant, on dit que tu dois aller donner 15 000 $. Maman. C'est combien de millions de roupies là-bas? Les filles là vont travailler matin, midi, soir, matin, midi, soir. Pour envoyer. Avec qui? Les noirs. Tu dois tout faire. Les derrière, les devant, la bouche, les oreilles, les narines. Tout doit passer. Donc il y a les pervers. Moi j'étais étonné. Je ne savais pas que... D'abord, je ne savais pas qu'il y avait les noirs en Inde. Parce que pour moi, quand on montre l'Inde, on montre tout là où c'est sale, là où c'est pas beau. Là où on montre que la pauvreté. Oui. Il y a les mamans qui sont là-bas. Ils ont leur ganda là-bas. Ils ont les ganda là-bas, que les filles vont faire la prostitution. Ils ont l'argent là-bas, hein. On ne savait pas. Il y a des dos là-bas à l'Inde. Il y a l'argent. Sans compter les filles qu'on tape là-bas. Et puis celles qu'on a amenées, on est d'accord. Dès que tu finis de payer tes 15 000 $, ou bien ça dépend de ce que tu te demandes. Après, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais aussi la même chose. Tu le commences, toi, si tu fais maintenant venir les filles pour venir travailler pour toi. Donc, c'est un truc qui ne peut pas finir un jour. Cette histoire de maman là, ça ne peut pas finir.
Là, je ne savais pas. On met maintenant les caméras pour vous. Mais... on ne peut pas mettre les caméras, ça nous dérange. Et quand on donne les femmes là-bas, et ils sont... Et quand ils font leurs choses là, ils font le portier. Hein. Il n'y a jamais eu un violeur, ils viennent toujours en groupe. Ils viennent toujours en groupe, leurs choses là. Moi, c'est le pays qui ne peut pas passer là-bas un jour. Je ne savais pas. Comme les six là, vous partez là-bas en dernier, c'est pour faire la bordellerie. Hein. Moi, je crois que vous partez là-bas pour payer les mèches. Hein. On a monté des Camerounaises là-bas jusqu'à... Maman, les Nigériennes, alors c'est elles qui ont les maisons. C'est elles qui ont les maisons closes là. Là où les filles là vivent. Il y a même certains qui se suicident même là-bas. Of course. Très bien. Je suis réveillé, je suis bien aujourd'hui. Hein. Comment? Hier à l'heure, si ma tête tournait. Moi, je mange mon petit mouton. J'ai fait ma main de mouton, j'ai mangé ça seul. Moi, quoi dans la vie? Si mon rôle c'est de manger, je ne mange pas. Ça fait pas, hein? L'Inde, Bangladesh. Ah! C'est un pays que on ne peut plus imaginer. Comme là-bas, si un noir couche avec une indienne, on te tue là. Donc depuis les décennies, les noirs ne peuvent pas te faire le faux là-bas. Ils couchent avec leur soeur. On peut mettre les caméras pour votre sécurité. Les gens là se fâchent même. Est-ce que vous tous vous avez les... parce que je veux même voir. Kamala Harris. 27 morts selon la défense civile palestinienne. C'est le bilan israélien mené hier sur la bande de Gaza. Une école a été touchée. Pour l'État hébreu, il s'agissait d'une cache du Hamas. Et puis pour l'Australie, elle annonce vouloir construire la plus grande centrale solaire au monde. Elle s'étalera sur 12 000 hectares. Ils ont les terrains là-bas. On parlera tout à l'heure à Cédric Philibert, chercheur associé à l'IFRI dans le domaine énergie et climat. A tout à l'heure. La star de la télé Oprah Winfrey, l'influente Nancy Pelosi, l'ancien président Bill Clinton ou encore le colistier Tim Walz. Nouvelle journée chargée en discours donc à la convention démocrate de Chicago. Déjà le 3e jour, l'occasion une nouvelle fois pour les figures et soutiens du parti de louer la compétence de Kamala Harris. Elle qui pour rappel espère devenir la première femme à occuper le bureau ovale. Un concert de louanges réglé comme du papier. Je vous propose d'écouter Tim Walz qui a accepté cette nuit l'investiture du parti. J'ai une femme, je te supporte. C'est l'honneur de ma vie d'accepter votre nomination à la vice-présidence des États-Unis. Oui! Kamala Harris. Nous sommes tous ici ce soir pour une belle et simple raison. Nous aimons ce pays.
Et comme depuis le début de cette convention démocrate, notre envoyé spécial Mathieu Mabin était sur place. Il revient pour nous sur le discours notamment de Tim Walz. Écoutez. C'était le moment attendu de cette troisième journée de convention démocrate à Chicago. L'apparition de la nouvelle star du parti, si on considère que Kamala Harris n'est pas tout à fait nouvelle. Tim Walz, évidemment, le désormais très convoité gouverneur du Minnesota et potentiellement le futur vice-président des États-Unis. Un profil soigneusement sélectionné par Kamala Harris, très certainement d'ailleurs avec les conseils avisés et appuyés de Joe Biden et de Barack Obama. Et il fallait être un homme, évidemment, pour compléter l'affiche, le ticket, comme on dit ici. Mais pas seulement, il fallait être un homme politiquement légitime, évidemment. C'est le cas, sans aucun doute. Et c'est d'ailleurs à rappeler cette légitimité que cet employé Tim Walz cette nuit devant les quelques 15 000 militants démocrates qui, du début à la fin de son discours, n'ont pas cessé de l'ovationner. L'homme était déjà populaire dans son état. Il a ces derniers jours et aujourd'hui en particulier acquis une notoriété nationale et ce en un temps record, il faut le dire. Le temps, c'est justement ce qui manque à Kamala Harris, qui n'est plus qu'à 74 jours du 5 novembre, mais il y avait bien une ombre au tableau ce mercredi à Chicago, les quelques milliers de militants de la cause palestinienne bien résolus à gâcher la fête, il faut le dire, ce jeudi pour le discours de clôture d'une convention démocrate qui s'annonce tout à fait réussie. Kamala Harris devra leur parler, au moins leur envoyer un message, si elle ne veut pas complètement hériter de la chute de popularité qui avait frappé Joe Biden avant qu'il ne passe la main. Et comme vous le disait notre envoyé spécial Mathieu Mabin, en marge de cette convention, des milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés autour du bâtiment. Leur objectif, interpeller les dirigeants démocrates pour demander un cessez-le-feu et des actions concrètes à Kamala Harris. Le soutien américain à Israël dans cette guerre à Gaza, c'est un sujet qui divise profondément le Parti démocrate. Explication signée ce matin Héloïse Mélan. Le conflit à Gaza s'est une fois de plus invité sur la scène de la Convention démocrate à Washington ce mercredi. John et Rachel sont les parents de Hersh, retenus en otage à Gaza par le Hamas depuis le 7 octobre. Ils réclament un accord pour permettre le retour de leur fils. Dans un Moyen-Orient enflammé, nous savons quelle est la chose qui peut immédiatement relâcher la pression et ramener le calme dans toute la région. Un accord qui ramène ce groupe de 109 otages à la maison et met fin aux souffrances des civils innocents à Gaza. À l'extérieur, ces milliers de manifestants pro-palestiniens réclament aussi un cessez-le-feu et des actions concrètes de la part du Parti démocrate. Au lendemain d'une journée agitée marquée par plus de 50 arrestations, une grande marche pacifique était organisée dans la ville. Parmi eux, beaucoup de membres de la communauté palestinienne de la région. Nous sommes ici pour envoyer un message à la Convention démocrate, car Chicago abrite l'une des plus grandes communautés palestiniennes de tout le pays. Nous avons littéralement un endroit sur Google qui s'appelle Little Palestine. Et le Parti démocrate n'obtiendra pas notre vote si le génocide à Gaza ne cesse pas immédiatement. Notre vote compte et nous le savons. Les démocrates craignent que le soutien militaire et diplomatique des États-Unis à Israël le soutien d'une partie de leur base électorale. Kamala Harris a adopté une posture moins ouvertement pro-israélienne que Joe Biden, mais le programme des démocrates n'a pas changé. Il ne mentionne toujours pas l'embargo sur les livraisons d'armes à Israël, réclamé par les manifestants. La semaine dernière encore, Washington a approuvé une vente d'armement à hauteur de 20 milliards de dollars à Israël. La guerre à Gaza, justement, les combats là-bas, ils font toujours rage, les bombardements israéliens aussi. Hier, au moins 27 Gazaouis ont été tués selon la défense civile palestinienne. Frappe notamment sur une école. Pour l'armée israélienne, le Hamas y cachait une base. Marc Pope. Au loin, une épaisse fumée s'étend dans le ciel de Gaza. L'armée israélienne vient de frapper cette école de l'UNRWA, l'agence onusienne chargée des réfugiés palestiniens, faisant plusieurs victimes. Des enfants jouaient dans la cour lorsque l'endroit était la cible de 3 roquettes tirées par les forces d'occupation. Plusieurs enfants et personnes déplacées sont tombés en martyrs alors qu'ils dormaient pendant la sieste.
Selon l'armée israélienne, l'école abritait des terroristes palestiniens qui s'en servaient de base militaire, des accusations que nie le Hamas. Une chose est sûre, ces établissements scolaires servent souvent de refuge gazaouis pour échapper aux bombardements incessants sur Gaza. Il s'agit de la seconde frappe en 2 jours sur des écoles dans l'enclave palestinienne et de la 23e depuis le 4 juillet. Israël a également mené des frappes à sa frontière libanaise. En visite sur place, le Premier ministre Benjamin Netanyahou se dit prêt à tout. Je suis ici à la base aérienne pour surveiller de près nos préparatifs. Vous cherchez, vous savez ce que vous attendez. Ce qu'il y a là-bas en Israël, là. Un pays, 2 peuples. On va faire comment? Cohabiter ensemble dans la paix. Tu viens dire Trump, hein? C'est bien. C'est bien avec vos armes là-bas, non? Moi, je supporte la femme. Une femme aux États-Unis. Maman, ça c'est historique. Tu entends, non? Toi, tu viens dire Trump. Moi, je suis américain. Je n'en ai rien à foutre avec eux. Je suis fier qu'une femme dans le pays le pays des gentlemen, une femme en plus quoi? On l'appelle qu'elle est noire. Moi, je ne vois pas qu'elle est noire. On dit qu'elle est noire. Une noire au pouvoir aux États-Unis, une femme en plus. Ça, c'est encourageant. Ça, c'est un triomphe pour la femme. Toi, tu viens me dire Trump de quoi? Et connais bien, hein? Moi, je supporte la femme, je ne supporte pas Trump ou les États-Unis. Moi, quoi, avec eux, je mange les dollars. Moi, je suis en euro, hein? Moi, je mange l'euro, je chie l'euro, je dors l'euro. Je ne suis pas dans les histoires des États-Unis, là. Tu entends, non? Vous n'aimez pas la paix. Tu n'es pas fier, toi, qu'une femme commande un pays? Il y a combien de femmes qui sont, comment on appelle ça, présidentes dans les pays aujourd'hui? Elles sont peut-être 4, ou même pas, hein? Elles étaient 3, on ne sait même pas. Moi, je parle de la femme, je ne parle pas de machin. Parce que je suis en forme aujourd'hui. Donc, vos choses là. S'il faut la guerre, je viens de manger mon mouton là. Et je bois mon bon jus, je fume ma cigarette, je dors, je me réveille encore. Si vous voulez que je recommence les Bourga-Janga, on va faire ça, vous me connaissez, non? Je commence, ma part de problème. Même s'il y a 100 personnes qui viennent, je vous bloque vous tous. Et ne parle pas ici de Trump. Non. Moi, je parle de la femme. Un béni de pierre. Je suis fier qu'une femme commande. En plus, le plus grand pays du monde, la première puissance du monde. Tu parles de quoi? Vous aimez toujours les petits problèmes. Tu viens dire, enlève-moi d'abord Trump là, parce que d'abord Trump là, je ne l'aime pas. Si tu n'enlèves pas Trump, choisis. Soit c'est Trump, soit je te bloque. Bon, les gens que je ne veux pas avoir, les noms que je ne veux pas avoir dans mes trucs. Un type qui est raciste comme lui, tu viens dire Trump, toi, tu es blanc. Je te dis qu'enlève, je finis ma cigarette. Si tu n'enlèves pas les Trump là, tu vas voir. C'est que tu ne veux plus voir la veuve joyeuse. Enlève-moi ton commentaire là. Mais qu'il fasse personne. La vie est belle, sans enfant, sans mari, sans rien du tout. La vie est belle. Non. Il est disparu de Boscodon. Boscodon, c'est encore où? Ah, en haut. En haut, après, ils ont un peu là. Je vais même pas regarder ça. T'es sûr de ça? Mais oui, maman. Et t'es sûr de celui-là? Mais oui, moi je suis sûre. Oh. Mais tu bois pas de café?
Ouais, bah j'y vais, ok? Eh ben, t'es bien équipé là, hein? Ah, ça va, t'inquiète, l'électro-déco, c'est des prix là toute l'année, et en plus, avec le... Tu viens me défier, je demande que tu n'enlèves pas. Au revoir. Tu ne me verras plus jamais. Tu entends, non? Bordel. La vie est beau, hein? Robert Tongagne, bonjour, je te salue, hein? Waris, vous deux là aujourd'hui, quand je me réveille, je vais vous prendre. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Pour ceux qui tombent un peu sur cette vidéo par hasard, je vais me présenter. Bonjour. Donc, je m'appelle Lionel Camille, je suis auteur. Depuis 2016, j'ai écrit 5 livres sur des disparitions mystérieuses. Dans ces bouquins, j'ai étudié en profondeur plus de 100 affaires qui sont la plupart du temps irrésolues. Sur Internet, sur YouTube, vous pouvez trouver plus de 60 heures de programmes, de vidéos gratuites dans lesquelles je parle de ces sujets, de disparitions, d'énigmes, de sujets mystérieux. Cet été, l'été 2020, je me suis intéressé à des disparitions irrésolues dans le sud de la France, plus particulièrement dans la forêt de Boscodon, dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour la première fois, je suis allé sur le terrain pour enquêter. J'ai pratiquement fait 2000 km en voiture aller-retour pour me rendre sur place et je n'ai pas été déçu de l'aventure. Je suis allé sur les lieux de ces disparitions avec 2 gars en or qui m'ont accompagné, Pierre-Alain et Franck, que je tiens à remercier. Donc dans cette émission, vous allez voir beaucoup d'images, de vidéos qui ont été tournées sur place, en site naturel. Vous allez aussi entendre des enregistrements audio de personnes que j'ai interviewées sur place. Comme d'habitude, j'ai reconstitué au mieux toutes ces affaires en me basant avant tout sur des articles de presse. Toutes les informations que je vais vous communiquer sont a priori fiables, mais bon, il faut quand même rester prudent, il faut quand même garder du recul. Sachant que toutes ces affaires sont irrésolues, on ne sait pas ce qui est arrivé à toutes ces personnes. Je vais donc souvent spéculer, mais bon, quand on est face à des mystères, on ne peut qu'émettre que des suppositions. Je vais donc maintenant vous présenter le dossier des disparus de Boscodon, donc une émission en exclusivité sur ma chaîne, Lionel Camille, disparu. Commençons tout de suite avec la présentation des faits. Donc on va partir dans le sud-est de la France, on va remonter dans le temps, on va remonter jusqu'à la fin 2016, et je vais vous présenter Marie-Christine Camus. Donc Marie-Christine, qui a 62 ans à l'époque, c'est une femme aux cheveux mi-longs, brun, gris. Elle mesure 1,65 m, elle a une corpulence plutôt mince. Marie-Christine, elle est originaire de la région parisienne, elle est née dans le Val-de-Marne, mais à l'époque, elle vit à Saint-Michel-l'Observatoire, une commune dans le département des Alpes de Haute-Provence. Marie-Christine, elle est arrivée assez peu de temps dans la région, elle est arrivée à la mi-2015. Et c'est une femme discrète. Elle aime beaucoup la nature et elle adore la randonnée. Marie-Christine a, semble-t-il, une relation avec un homme, dans la région quand même, un homme qui vit à Embrun, dans le département des Hautes-Alpes. Pour être tout à fait clair, ils ne vivent pas ensemble, mais bon, ils ont une relation et ils se voient a priori régulièrement. Le samedi 24 décembre 2016, c'est la veille de Noël, et ce jour-là, Marie-Christine, elle travaille comme bénévole au Resto du Cœur à Sisteron. Et après son travail, elle compte rejoindre son amie à Embrun. Et donc elle part en voiture à bord de sa Fiat Panda blanche. Depuis Sisteron, il faut compter environ 1 heure de route pour rejoindre Embrun. Et donc c'est ce que fait apparemment Marie-Christine dans la soirée.